Les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs. Actualité, culture, société sur RBS 91.9. Bonjour chers auditrices et auditeurs, bienvenue sur De Strasbourg et d'ailleurs, l'émission que vous propose le Conseil des résidents étrangers sur la RBS 91.9. Alors aujourd'hui, pour vous accompagner à profiter du beau temps, on vous prépare une émission light avec des chroniques en présence du bicéphale et quadrumane, toujours au rendez-vous. Eric, bonjour Eric. Oui, quadrumane, c'est parce que j'ai un peu les pieds sur la chronique, sur la console pour pouvoir régler un peu les choses. Ouais. Et Tata Marianne à côté, bonjour Marianne. Bonjour auditrices et auditeurs. Sans oublier Alexandra qui nous rejoindra après et Bokar qui sera également en différé avec nous. Voilà, Eric. Alors, moi je vais commencer par ma petite chronique sur une question comme ça qui se pose beaucoup, c'est la question de la réalité et de la vérité. Alors la réalité et la vérité, on confond souvent les deux et on prétend souvent que la première est inatteignable et que la seconde n'existe pas. Mais ces affirmations sont souvent dites sur un ton assez docte, mais sans réelle réflexion derrière, ni même une pensée, la pensée de quelqu'un d'autre. Souvent, il suffit d'une formule magique pour faire taire le prétentieux qui prétend qu'en vérité, il n'y a pas de vérité. On suffit de lui demander, c'est vrai ça? Mais pourquoi? Bon, je suis d'accord, le trait d'ironie n'est pas nécessaire, mais ça fait plaisir. Un pourquoi, ça suffit. Il arrive qu'on ne tombe pas sur un prétentieux, et alors, on commence une longue discussion, impossible celle qui sera du genre impossible à rattraper au vol, parce qu'on l'a pas suivi depuis le début. Mais on en sort, les neurones bien chauds et prêts au plus svelte exercice. Alors, par où commencer? Puisque ces deux notions semblent liées, il faut en choisir une. Le mieux serait sans doute de commencer par ce qu'il y a de plus concret. La réalité. Alors, la réalité, qu'est-ce que c'est? La réalité, en gros, on peut dire que c'est tout ce qui existe. C'est une définition un peu trop courte, mais qui mérite d'être expliquée. Alors, comment dire mieux que l'ensemble des événements, des objets et des forces à l'œuvre en un lieu et un temps défini? Et on définit aussi ainsi chaque élément. Ainsi, les causes sont connues et chaque élément est défini. Que les causes soient connues ou non, ou que ces éléments soient compris ou non. Enfin, compris par les sciences la plupart du temps. Alors, du coup, il y a beaucoup de problèmes. Déjà, à l'état brut, nos sens ne sont pas en mesure d'appréhender ces faits dans leur entièreté. Mais en plus, notre cerveau est doté de mécanismes filtrant une partie de ces perceptions. Alors, des informations sont mises de côté pour ne pas brouiller ou contaminer la concentration et ou le travail en œuvre, comme par exemple un réalisateur, quand il réalise un film, est concentré sur des fois le cadrage et le jeu des acteurs, mais il a besoin du script derrière à côté et de trois autres personnes pour savoir si la prise était bonne, si par exemple il n'y a pas de bruit parasite, ou s'il n'y a pas d'entrée dans le champ un peu trop iconoclaste, genre la perche ou un technicien qui passe derrière la caméra, enfin des choses comme ça. Parce que c'est des choses qu'il ne voit pas parce qu'il est concentré sur 2-3 points précis. Alors c'est un peu aussi le principe de quand on vit près d'une rivière. Au début on entend le bruit de l'eau, et puis au fur et à mesure du temps le bruit de l'eau ne gêne plus, parce qu'en fait c'est notre cerveau qui met de côté l'information, il estompe le bruit, et le bruit est filtré. Donc il y a plein de mécanismes comme ça que notre cerveau... c'est pareil, quand on vit près d'une ferme, on sent plus l'odeur des étables, mais bon après... C'est des exemples qui montrent que notre cerveau filtre un certain nombre d'informations qui n'arrivent même pas à notre conscience. Alors, en plus... elles sont filtrées parce que ce ne sont plus les informations nécessaires pour découvrir notre environnement. On le connaît et on les maîtrise suffisamment pour qu'on puisse mettre l'info de côté. Et comme si ça ne suffisait pas, tout ce qui arrive à notre conscience est interprété par notre esprit pour lui donner un sens. Une interprétation qui se base sur notre éducation, sur nos préjugés, sur nos expériences positives ou négatives. Alors effectivement, quand on parle de point de vue, c'est une bien belle et ample expression pour dire que ce qu'on perçoit de la réalité, c'est à peu près ce qu'on perçoit du monde quand on regarde au travers d'une trou de serrure. C'est-à-dire presque rien. La réalité dans son ensemble et dans son instantanéité, mais c'est difficile à dire ce mot quand même, est proprement insaisissable. Et la vérité dans tout ça, qu'en est-il de la vérité? On pourrait définir la vérité comme la description de ce qui se passe vraiment. Autrement dit, le fait de raconter la réalité. On pourra en conclure un peu facilement que la vérité est inaccessible en même temps que la réalité. Mais aborder les choses de cette façon est un peu trop simple. En effet, la réalité est insaisissable,
à chaque instant, et ce que je vis est certes réel, mais ne prend en compte qu'une partie de la réalité. Par contre, si je m'arrête à un instant particulier, ou que je tente d'analyser un événement particulier, il reste possible d'utiliser son esprit critique, son esprit d'analyse, son intelligence, sa logique et toutes sortes de connaissances en mesure de faire voler en éclats les filtres et les grilles de lecture. En tout cas, suffisamment pour faire une différence entre les éléments essentiels, principaux, marginaux ou négligeables à l'œuvre. Et au moment où ça se passe. Par exemple, quand on tape dans ses mains pendant un spectacle, dans l'immédiat, c'est considéré comme un applaudissement. Un moyen communément admis comme l'expression du plaisir et de l'approbation du public. Un pinacle esthétique auquel il semble important de réagir, un trait d'humour qui fait rire, une conclusion, un monologue édifiant, un point d'orgue musical, etc., etc. Levons les filtres l'un après l'autre, en supposant que toute ou majorité du public applaudit. Dans ce cas, il y a une manifestation de plaisir de certains ou de certaines des spectateurs, un réflexe pour d'autres, et pour d'autres encore une réaction de conformisme pour faire comme son voisin ou sa voisine. Et encore, il y a une frange minoritaire qui n'applaudit pas, soit parce qu'il ou elle désapprouve, ou parce que par principe on n'applaudit pas, ou encore pour une raison propre à chacun, on ne peut pas le faire. Levons encore un peu le voile. C'est pour chaque individu un mouvement, un geste qui nécessite de mettre en œuvre un grand nombre de capacités propres à notre corps. L'action des muscles comme moteur, des articulations comme charnières, du sang pour irriguer et apporter l'énergie nécessaire, du cerveau pour initier l'action, ainsi que sa capacité à la proprioception. La proprioception, c'est la capacité de pouvoir manger avec une fourchette les yeux fermés sans se planter la fourchette dans le front. C'est notre capacité, on peut tous le faire. C'est ça évite de grands trucs. Et donc du coup, on peut taper dans les mains tout en regardant le spectacle. Ou bien, c'est tout ce qui nous permet de taper dans les mains. Donc on continue à approcher de la réalité en constatant que ce qui permet de produire un son, c'est l'air évacué brutalement entre les deux mains, qui initie des vagues de compression et qui sont en expansion dans l'air et sont entendues et interprétées par les auditeurs. C'est le son, la vague sonore. Si on va encore plus loin, on se rend compte que les chocs répétés causent des lésions microscopiques et que le corps s'empresse de les réparer en envoyant un maximum de plaquettes et de protéines vers les zones lésées par le sang. Du coup, les paumes de main rougissent et chauffent parce que en plus d'amener les éléments précités, le sang transporte aussi de la chaleur. On pourrait aussi parler des molécules d'air de plus en plus agitées qui réchauffent l'air, mais là on est déjà dans des réactions assez marginales. Par contre, je n'ai pas parlé de tous les différents mécanismes à l'œuvre et que l'on connaît, la composition chimique de l'air, que l'on peut mesurer, toutes ces petites choses à l'œuvre que la science a mis en évidence et qui mettraient des heures à être développées et explicitées. Ce qu'on peut dire, c'est que la vérité de l'applaudissement est accessible, de la physique à la symbolique culturelle. Étant donné qu'il y a énormément de choses qui sont accessibles à notre compréhension, la vérité est accessible, mais pas à chaque instant. Il nous reste toujours des choses qu'on ignore. Mais dans les faits, quand un spectateur dit « j'ai applaudi », quand il a dit « accroche-toi au pinceau, je prends l'échelle et ça m'a fait rire », il n'en a rien à fiche de la biologie, de la physique et à la limite même du fait culturel. Pour lui, applaudir, c'est récompenser l'artiste de sa trouvaille. Une question se pose alors. Qu'est-ce qui est le moins vrai de ces deux versions ? En fait, les deux sont vrais. Autant l'une que l'autre. Tout dépend du point de vue. Du point de vue généraliste, la vérité, c'est tout dire. Du point de vue du spectateur, il fait une description sincère de son état émotionnel et de son geste. On ne parle pas de la même relation à la vérité. Dans le premier cas, il s'agit de la vérité universelle qui est de l'ordre de la justesse d'une description. Dans l'autre cas, c'est de la vérité subjective qui est de l'ordre de la sincérité. En parlant de vérité subjective, cette dernière ne dépend pas que de notre point de vue, mais aussi de ce que l'on croit vrai. Admettons que je retourne à Troyes, la ville de Troyes où j'ai habité pendant 1 an, et que je dise là-bas il y a un des meilleurs chocolatiers de France. Quand je dis ça, je suis sincère. Parce que quand j'y étais, il y avait effectivement un chocolatier qui a gagné des concours du meilleur ouvrier de France et des concours du meilleur ouvrier du monde, dans son domaine du chocolat. Donc, je peux vous dire que les chocolats qu'on mange là-bas, c'est pas rien. Alors, admettons maintenant que ce chocolatier ait fermé boutique entre-temps. Je me serais trompé, mais pour autant, je n'aurais pas menti. Donc, j'aurais dit la vérité. Parce que je suis persuadé que le magasin, il est encore ouvert. Et me voilà dans une situation assez critique. J'ai dit la vérité, mais c'est pas la vérité. Comment s'en sortir avec ça ? Dans ce cas-là, en fait, il suffit de constater le changement dans la réalité, de l'admettre et de corriger son discours. De le mettre au passé, puis c'est bon, ça devient vrai.
Mais il y a bien des situations où la confrontation avec l'objet n'est pas possible et où la quête de vérité est impossible. Pour certains, Dieu existe, c'est une vérité incontestable. Pour d'autres, il n'existe pas, c'est incontournable. Pour convaincre un sceptique, il faudrait lui présenter Dieu. Et pour convaincre un croyant, il faudrait lui montrer que Dieu n'existe pas. Comme toutes ces démonstrations sont des démonstrations indirectes, convaincre quelqu'un qui croit n'est pas une chose aisée. Seulement, un croyant qui affirme quelque chose de sa foi n'est pas et ne peut pas être un menteur. C'est tant est qu'il y croit. Alors, comme on le voit, la vérité et la réalité ne sont pas tout à fait la même chose. Certains moments, leurs sens se recouvrent et se confondent, et à d'autres s'expriment des idées complètement différentes. Alors, je m'excuse d'avance, mais je peux vous montrer que la réalité dans son ensemble est inaccessible, et que la vérité à la fois à notre portée est trop loin pour être touchée du doigt. Mais la philosophie n'a pas su trouver de réponse appropriée à cette question. Certains philosophes l'ont cru, et d'autres s'en font l'écho. Du coup, ceux qui s'en font l'écho, c'est ceux qui vont nous dire il n'y a pas de vérité. Et ils apportent pas la moindre réflexion critique à ce propos. En même temps, j'ai fait un long développement, mais quand quelqu'un vous dit il n'y a pas de vérité, un raisonnement de moins de 2 minutes suffit à le démonter. Alors dire qu'il n'y a pas de vérité, c'est énoncer une affirmation. Si cette affirmation est vraie, c'est qu'il n'y a pas de vérité. Et donc, on comprend celle qui est énoncée. Donc, quand je dis il n'y a pas de vérité, je dis un mensonge. Si c'est vrai. Si c'est faux, donc du coup, ça veut dire que mon affirmation est fausse. Ouais. Et si c'est faux, c'est faux. Donc, les deux solutions donnent exactement le même résultat. Et du coup, c'est même pas un paradoxe. Il y a du vrai dans le monde. Ce qu'on peut en conclure, c'est qu'il y a du vrai dans le monde, de l'authentique, du sincère. Et tant que nous sommes sincères avec nous et avec les autres, nous resterons dans la réalité et non dans les élucubrations de quelques fantasques qui rêvent de soumettre le monde grâce à quelques fantasmes. Merci Eric pour cette introduction philosophique. Alors, on fait une petite pause musicale avant de passer à la deuxième chronique. Qu'est-ce que tu nous proposes ? Moi je peux vous proposer une chanson de Boris Vian, la Java des bombes atomiques. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. Vous êtes toujours et encore avec nous, le Conseil des résidents étrangers, sur la RBS 91.9 avec l'émission que nous vous proposons de Strasbourg et d'ailleurs. Alors tout de suite, une chronique que nous propose Bokar, qui n'est malheureusement pas parmi nous, et qui se propose également de nous faire des chroniques plus régulièrement. Et là, c'est une présentation qui part du questionnaire de Proust. Eric, on est prêt ? C'est parti. Bonjour Nabou, bonjour Eric, bonjour Marianne, bonjour Alexandra. Et aujourd'hui, je vais vous parler de moi. Oui, je vais vous parler de moi, mais n'y voyez aucun narcissisme. C'est juste qu'il faudrait bien que je me présente à tous les auditeurs et à tout le monde. Il s'agira dans les prochains jours de faire des chroniques sur pas mal de sujets. Donc, je me suis dit que ce serait bien que les gens sachent qui parle et d'où je parle. Parce que, voilà. Et aujourd'hui, j'ai décidé de parler de Marcel Proust. Marcel Proust, non pas l'homme ou ses œuvres, mais son fameux questionnaire. Je ne sais pas si vous le savez. C'est un test de personnalité qui a été vendu aux enchères en 2003 pour la somme de 102 000 euros. Et ce qui est intéressant dans ce questionnaire, c'est qu'il y a beaucoup de questions qu'on pose souvent aux gens et on ne prend pas souvent la peine de se les poser à nous. Et voilà, je vous proposerai d'essayer de vous y lancer. Vous verrez que ce n'est pas aussi facile. Donc, c'est des dizaines de questions qu'il pose à ses amis, à son entourage. Et l'idée est de connaître mieux la personne. Et je peux vous assurer que si vous essayez de vous les poser, vous verrez qu'il y a des questions auxquelles vous n'avez jamais pensé avoir de réponse. Et c'est ça qui est important. Alors là, moi, je vais essayer de répondre à ce questionnaire. Déjà, je vais parcourir quelques questions et vous les dire. Le principal trait de votre caractère, la qualité que vous préférez chez un homme, la qualité que vous préférez chez une femme, ce que vous appréciez le plus chez vos amis, vos défauts, vos occupations préférées, votre rêve de bonheur, quel serait votre plus grand malheur, ce que vous voudriez être, le pays où vous désirez vivre, la couleur que vous préférez, la fleur que vous aimez, l'oiseau que vous préférez, vos auteurs favoris en prose, vos poètes préférés,
Vos héros dans la fiction, vos héros dans la vie réelle, vos compositeurs préférés, vos peintres, vos héroïnes dans l'histoire, ce que vous détestez par-dessus tout, le don de la nature que vous voudriez avoir, les fautes qui vous inspirent le plus d'indulgence et enfin votre devise. Bon, j'ai essayé à travers un texte de répondre à ces questions. Bon, il y en a une ou deux auxquelles je n'ai pas jugé nécessaire d'amener des réponses, mais bon. Vous verrez, et à travers ce texte, j'espère que j'arriverai à me présenter devant vous et devant les auditeurs de la RBS. Comme ça, la prochaine fois, quand je viendrai avec mes chroniques sur les sujets d'actualité, sur les hommes, sur les œuvres, sur la littérature, sur le sport, sur tout ce que vous voulez, on saura qui parle et d'où il parle. Voilà, c'est parti pour le texte et le titre, c'est Réponse à Proust. S'il y a parmi les vertus une qui me plaît le plus chez les hommes et les femmes, c'est bien le sens de la mesure. Pourtant, la qualité que j'aime le plus chez les gens, c'est la modestie. Pourquoi la modestie et pas la mesure? Parce que la mesure est si difficile à acquérir qu'on pourrait la qualifier d'idéal à atteindre. Et être modeste, sans s'en vanter bien évidemment, est une des premières étapes à franchir pour entrer dans le cercle de ces gens-là qui ont le sens de la mesure dans presque toutes les situations. À propos, comment définirais-je la mesure? Elle est compréhension dans la connaissance, silence éloquent dans le comportement. Elle est furtivité dans la clameur profonde et tumulte dans le vacarme. La mesure est cette vertu indicible qui implique du recul et de la hauteur sur les événements et sur les personnes. C'est une définition d'une telle exactitude qu'elle n'a pas besoin d'être dite. Elle est si proche qu'elle n'a pas à être expressive, si touchante qu'elle n'a pas à être séduisante, si véritable qu'elle n'a pas à être réelle. Elle inclut la perception la plus subtile sur les apparences les plus insignifiantes. La mesure est le fait de chercher le juste milieu dans quasi toutes les occasions. Ne pas penser que c'est soit noir ou blanc quand on peut choisir la couleur grise, mélange des deux. Attention, dire que la couleur grise est ma préférée reviendrait à en exclure d'autres. Moi, j'aime bien l'arc-en-ciel, car il réunit presque toutes les couleurs. Je dis presque car s'il réunissait toutes, il ne serait plus dans la mesure. Fatou Diom, un auteur en prose que j'admire beaucoup, dixit: je préfère le mauve, cette couleur tempérée, mélange de la rouge chaleur africaine et du froid bleu européen. Qu'est-ce qui fait la beauté du mauve, le bleu ou le rouge? Et puis, à quoi s'en enquérir si le mauve vous va bien? Fin de citation. J'aime bien les femmes et les hommes qui ont de la retenue dans leurs propos. C'est peut-être pour cela que j'apprécie énormément Albert Camus, et j'aimerais étudier plus ses œuvres. En poésie, je suis un inconditionnel de Rimbaud, auteur de Le Dormeur du Val, mais aussi de Baudelaire, Charles, et son Les Fleurs du Mal. D'ailleurs, en parlant de fleurs, celle que je préfère, c'est peut-être les tulipes, parce qu'elles ressemblent de peu à l'arc-en-ciel. Plus elles sont colorées, plus elles sont sublimes. Plus elles sont nombreuses, plus elles sont jolies. Les tulipes, en ce sens, me rappellent mes amis. Ce que j'apprécie le plus chez eux, c'est déjà le fait qu'ils soient mes amis et qu'ils me procurent beaucoup de bonheur. Je pense que mon plus grand malheur serait de perdre mes amis, ma famille, ou bien, et surtout, parce que mon occupation favorite est la réflexion, de ne plus jouir de mes facultés intellectuelles. Je ne serai plus moi, et cela fait peur rien que de l'imaginer. D'ailleurs, si je ne suis plus moi-même, je pense que le seul que j'aimerais être, c'est mon autre moi. Oui, mon autre moi avec ses hauts et ses bas, ses honneurs et ses travers, ses vices et ses vertus, mais avec ses qualités et ses défauts. Des défauts, j'en ai beaucoup. Et le principal est cette tendance que j'ai à croire que j'ai plus de qualités que de défauts. Ma principale qualité, c'est peut-être le fait de penser que j'ai autant de défauts que de qualités. De toutes les façons, les défauts et les qualités, cela n'existe vraiment pas. Une qualité chez quelqu'un, comme la gentillesse, peut être un défaut chez l'autre. D'où le sens de la mesure qu'il faut adopter en toutes circonstances. Au-delà du sens de la mesure que j'essaie de cultiver toujours, j'aime bien avoir les pieds sur terre. C'est peut-être pour cela que je n'ai pas de héros ni d'héroïne dans la fiction. Je ne suis même pas certain d'en avoir dans la réalité. Pourtant, il y a des personnes et des choses que j'affectionne beaucoup. En musique, j'aime presque tout. De Yiruma aux suites de Bach, en passant par les musiques douces et poétiques comme le slam et le rap. J'écoute la Kora de Djaliba Kouyaté, cela me fait beaucoup de bien. C'est comme quand j'entends un oiseau, mais n'importe lequel, chanter à l'aube d'une voix tendre et mélodieuse. L'oiseau que je préfère, c'est celui-là, qui sait quand chanter. Celui qui me berce, mais pas celui qui m'agresse les oreilles quand j'ai envie de dormir. Par ailleurs, je n'ai pas un peintre préféré.
car une œuvre d'art d'un jeune de la banlieue peut me toucher autant qu'une merveille de Van Gogh. Je n'ai pas de devise, car ce que je pense et dis n'est vrai qu'au moment où je le dis et le pense. Mes croyances et certitudes d'aujourd'hui peuvent être antithétiques et discordantes à celles de demain. Seriez-vous capable d'être indulgent face à cette belle contradiction que j'avoue et que j'assume? N'est-ce pas que la faute qui inspire le plus d'indulgence est celle avouée? Pour vous aussi? Pour moi, non. Qui suis-je pour juger? Qui suis-je pour déterminer que tel acte est une faute ou pas? Qui suis-je pour pardonner? J'aimerais trop agir comme je pense maintenant, mais je vous avais prévenu. Ici, ce ne sont plus mes idées du moment qui sont contraires à ma démarche de demain. Mieux, c'est mes pensées du moment qui n'ont rien à voir avec mes actes du quotidien. Oui, je juge parfois sans m'en rendre compte et j'aimerais avoir le don de ne plus le faire. Un autre don de la nature que j'aimerais avoir, c'est celui de pouvoir donner. Beaucoup donner, mais donner sans attendre de retour. Car mon rêve de bonheur, c'est juste de servir. Oui, servir. Comme le disait mon ami, servir et resservir, même quand je n'ai pas grand-chose à offrir. Moi, je dis surtout quand je n'ai rien à offrir. J'aime servir quand à chaque fois que je sers, je donne, et à chaque fois que je donne, je reçois. Et c'est cette somme de dons qui partent et de présents qui arrivent qui font de moi la personne que je suis et le serviteur que j'aspire à devenir. Oui, je sais, je viens de vous dire que j'aimerais être présent au rendez-vous du donner et du recevoir. Je vous ai aussi dit que je voulais servir sans avoir de retour. Et je vous ai dit que j'attends des retours, car quand je donne, forcément je reçois. Encore d'autres contradictions? Certainement. Elles le sont toutes, comme ma réponse à la question, ce que je déteste au-dessus de tout. Je n'aime pas parler de moi. Pourtant, depuis quelques minutes à travers ces lignes, je n'ai pas cessé de le faire. Pour ma défense, j'ai dit que je n'aimais pas parler de moi. Jamais je n'ai dit que je ne voulais pas écrire sur moi. Et si vous pensez que j'aime trop écrire sur moi, c'est parce que vous n'avez rien, mais vraiment rien compris à ce texte. Merci beaucoup. Merci Abokar pour cette présentation sur la base du questionnaire de Proust. Alors, on va faire une petite pause musicale avant de laisser la parole à Aïcha qui nous a rejoint à l'antenne. Alors, Eric, qu'est-ce que tu nous proposes? Alors après cette prise de parole très poétique, moi je vous proposerais bien une chanson de Juliette, qui est une artiste française qui est très peu médiatisée, mais qui a un talent immense. Et cette chanson, c'est le Congrès des Chérubins. Culture, société, sur RBS 91.9. De retour sur de Strasbourg et d'ailleurs l'émission que vous propose le Conseil des résidents étrangers sur la RBS 91.9. Comme annoncé tout à l'heure avec nous à l'antenne, Aïcha. Bonjour Alexandra. Salut. Bonjour. Alors, qu'est-ce que tu as à nous proposer aujourd'hui? Donc, je viens vous parler de l'auto-entrepreneuriat. J'ai besoin d'avoir ma petite fiche. Merci. D'accord. De l'auto-entrepreneuriat, voilà. Du monde de l'auto-entrepreneuriat. D'accord. Donc, je commence? Oui, vas-y, on t'écoute. Donc, déjà, je vais vous donner une petite définition, parce que c'est pas forcément connu de tous. Donc, un auto-entrepreneur, c'est un entrepreneur individuel ayant opté pour un statut... Pardon, je recommence. Un auto-entrepreneur, c'est un entrepreneur individuel ayant opté pour un statut fiscal et social privilégié. Et donc, l'auto-entreprise, c'est un régime qui a été créé en 2008. C'est pas une forme juridique propre et il peut être considéré comme faisant partie d'un régime spécifique au sein de la famille des entreprises individuelles. Donc, c'est super compliqué, les régimes d'entreprise, etc. Il y en a plein. Je trouve d'ailleurs qu'on pourrait faire plus simple, mais bon. Donc, c'est un régime, c'est un régime spécifique qui permet de simplifier en fait les démarches administratives notamment. Donc, c'est beaucoup plus simple pour quelqu'un qui veut se lancer et qui veut pas se compliquer la vie dans un premier temps, qui a un petit projet. C'est souvent un moyen d'exercer une activité accessoire ou complémentaire, par exemple pour un étudiant, ou un moyen de tester un projet en conservant son boulot, ou tout simplement de créer son entreprise pour un chômeur, par exemple. Donc tout le monde peut se lancer, il n'y a pas de diplôme nécessaire, il y a juste besoin d'une bonne idée. Donc le statut d'auto-entrepreneur, c'est un statut qui donne le droit qui restreint en fait au niveau du chiffre d'affaires annuel. Donc c'est considéré comme une micro-entreprise en fait. Donc du coup, le chiffre d'affaires est limité. Pour vous donner un chiffre, c'est 170 000 € donc à l'année pour une activité commerciale, par exemple. Donc ça se limite à pas plus.
En général, ceux qui se lancent là-dedans, ils visent pas plus. Sinon, c'est un autre régime dans lequel il faudra ouvrir. Donc, en plus de ça, il existe de nombreuses aides qui peuvent se cumuler, comme l'ACRE, qui est assez connu. Donc, ça permet d'avoir une exonération des charges sociales et un allègement des impôts, notamment. Donc, les femmes. Les femmes représentent 40% des créateurs de micro-entreprises, dont un tiers consiste en du conseil aux entreprises, un quart de services aux ménages et un cinquième dans le commerce. Donc à l'échelle mondiale, Paris se situe en 6e position dans le classement des villes dans lesquelles les femmes entreprennent le plus, juste derrière la Silicon Valley et Los Angeles, qui sont les pionniers, vraiment les pionniers du monde du start-up. Les femmes dirigeantes d'entreprises sont plus diplômées en général que les hommes, donc 72% contre 62%, mais elles sont bien moins financées que les hommes. Donc, le taux de rejet de crédit demandé par les créatrices d'entreprises est de 4,3% quand il est de 2,3% pour les hommes. Donc, ça peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Donc, c'est quasiment la moitié, en fait, de taux de rejet. Pourtant, les financements dont elles ont besoin sont généralement moins coûteux parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est plus dans le secteur du conseil et du service vers lesquels elles se portent. Du coup, ça coûte beaucoup moins. En termes de coûts, c'est beaucoup moindre. Donc c'est moins coûteux que ceux de leur congénère masculin. Donc parce que ça nécessite une mise de départ moins importante et leurs entreprises dépendent souvent du secteur, donc voilà, du conseil et du service. Et elles sont 44%, ça c'est un chiffre important quand même, à estimer que les échecs de création d'entreprise s'expliquent par le manque de financement. Donc j'ai pris ça dans un article du site Anaxago. Les entreprises dans le secteur du web créées par les femmes devenues des références en la matière, comme par exemple Vestiaire Collective, qui est une plateforme de revente de vêtements de luxe d'occasion qui marche super bien, qui est super tendance en ce moment, qui a levé 33 millions d'euros. Par exemple, Frischti, une plateforme composant la livraison à domicile de plats faits maison qui a levé 8 millions d'euros. Ou encore Smileable, un e-commerce de produits destinés aux enfants qui a levé 5 millions d'euros. Ensemble et réunis, ils ont levé moins de fonds que certaines entreprises créées par des hommes. Donc là, on parle d'une seule entreprise créée par un homme. Donc c'est finalement un fonctionnement. Finalement, ces entreprises-là fonctionnent beaucoup moins bien. Quand je dis ces entreprises-là, je parle de celles créées par un homme, par exemple, sur une entreprise. Comme quoi, le secteur visé par les femmes marche beaucoup plus en général. Voilà, donc c'est le secteur en fait dans lequel les femmes se lancent, qui une fois de plus ne nécessite peu de financement pour se développer, qu'il s'agisse d'entreprises individuelles visant le secteur du commerce ou du conseil, ou d'une start-up dans la technologie par exemple. Les entrepreneurs avec un E auraient tendance à demander moins de financement que les hommes, donc elles seraient plus réalistes ou plus justes. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Va savoir, parce que on dit que les hommes ont tendance à maximiser le plus leurs chances, donc voilà, ce serait par rapport à ça qu'ils seraient dans cette démarche-là. Les femmes, justement, sont le moteur central de l'activité économique africaine. Selon une enquête Ipsos publiée en mai 2016, le taux d'entrepreneuriat féminin, néanmoins, là-bas reste très faible. Elle se limite au secteur tertiaire et à l'informel, donc pour éviter les taxes et tout ce qu'il y a de surplus à payer. Donc, du coup, le fait qu'elles ne déclarent pas leurs activités empêche du coup qu'on puisse quantifier. En fait, du coup, on n'a pas de chiffres exacts, ce qui est dommage. Et en fait, il y a plusieurs témoignages, notamment de femmes entrepreneurs ou dans cette démarche-là, qui disent qu'avoir un crédit bancaire pour créer ou faire tourner une entreprise est un parcours de combattante, en fait, en Afrique. Les jeunes Africains n'ont pas l'esprit d'entrepreneuriat en général. Ils auraient peur de l'échec. Donc, principalement, c'est ce qui a été retourné dans plusieurs sondages. Et j'ai écouté une émission sur RFI qui date du 17 janvier 2017. Ça s'appelle 7 millions de voisins. Et dans cette émission-là, on a Didier Akwete, qui est directeur du cabinet de recrutement Afrique Search, qui nous dit que dans les pays francophones, en fait, il y a une déculture totale du secteur privé. Et on attend tout, en fait, de l'État, même par exemple dans les JT, dans les journaux télévisés, où on entend souvent parler des ministres, du président, de l'État, etc., contre un très petit pourcentage, en fait, pour les entreprises, pour le secteur privé, pour les entrepreneurs, pour tout ce qui est promulgué, en fait, ce mouvement-là, quoi. Qui est assez intéressant d'ailleurs comme mouvement et qui permet de s'émanciper ou d'être indépendant financièrement. Et d'être son propre patron d'ailleurs. Donc on a notamment, moi j'ai un illustre exemple que j'aime beaucoup, qui est Mossadegh Bali, qui est fondateur et PDG du groupe Azalai Hotel. Donc il affirme en fait qu'il a eu cette idée-là de créer donc un groupe d'hôtels en Afrique de luxe pour aider l'Afrique dans un premier temps.
pour aider le continent. Donc je trouve que c'est une super bonne idée. Il est pas né dans une cuillère en argent, mais il avait quand même un père, homme d'affaires, etc. Donc il vient pas non plus sans ressources, sans rien. Mais il était quand même novice dans ce secteur-là. Il est parti de zéro dans l'hôtellerie. Donc c'est quand même un départ, c'est quand même un départ de A à Z, un nouveau départ. Alors en conclusion, il ne faut pas que l'auto-entreprise chez les femmes, l'auto-entrepreneuriat ou chez la jeunesse africaine soit une exception, mais que ça devienne la norme. Pour être entrepreneur, il faut être opportuniste, donc on se lance pas non plus comme ça les yeux fermés au petit bonheur la chance. Non, il faut avoir quand même un instinct d'entreprise, comme on dit. Et voilà, il faut savoir aussi que l'échec n'est pas une fin en soi, donc ça c'est pas la fin du monde. C'est une épreuve essentielle à surmonter pour les entrepreneurs. Donc pour citer des petits exemples, la première entreprise d'Henry Ford a été un échec. Il a fait faillite pendant 5 ans. Et vous ne croirez pas si je vous dis que Walt Disney a été licencié par son éditeur dans un journal car il manquait d'imagination. Donc on parle quand même du mec qui a le plus qui déborde d'imagination. C'est clair. Il s'est fait virer pour ça. Et donc après ça, en plus, s'en est succédé plein d'échecs d'entreprise. En fait, il a essayé, il a réessayé, et finalement, on sait ce qu'il est devenu aujourd'hui. Thomas Edison a tenté 1000 concepts d'ampoules avant de créer l'ampoule électrique et s'est fait virer 2 fois de ses boulots. Donc c'est pour vous dire. Et Donald Trump, le président des États-Unis d'Amérique, a fait faillite un nombre incalculable de fois. Non, mais il se fait passer pour il se donne un autre parcours, mais c'est pas ça la vraie vérité, c'est qu'il a vraiment fait faillite de un nombre incalculable de fois. Donc voilà, si vous craignez les obstacles, vous n'êtes pas prêt d'y arriver, donc n'ayez pas peur, croyez en vos rêves et croyez en vous. Exact. Merci beaucoup, Alexandra. Alors, faut oser. C'est l'homme qui a peur, sinon il n'y a rien. Merci beaucoup. On va faire une petite pause musicale. Eric, qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, ce que je vous propose, un titre un peu plus rock maintenant, du groupe The Kills, et la chanson s'appelle Black Balloon. Que vous propose le Conseil des résidents étrangers sur la RBS 91.9. Tout de suite, on laisse la parole à Tata Marianne pour sa chronique. Oh là là, cette semaine, c'est le printemps du 22 mars 2018. Ce printemps qui me rappelle un autre 22 mars, celui de 1968. Alors j'ai envie de vous en parler un petit peu en tant que Tata Marianne, parce que le 22 mars 1968, en guise de printemps et de batifolage, il y a eu à la nouvelle fac de Nanterre, les étudiants garçons, un groupe organisé et discours libertaire qui réclame le droit de visite dans le dortoir des étudiantes de la Cité U. D'abord une info fait divers, que ici à Strasbourg, on recevait bien dans le Grand Est grâce aux grandes ondes et sur le transistor, le premier appareil mobile à pile qu'on pouvait écouter en solo à l'oreille en se promenant dans la rue sur les places en liberté, loin des parents. À Stras, parmi les camarades du lycée municipal de jeunes filles que j'avais intégré l'an dernier en seconde suite à la réussite d'un examen qui fit la joie de mes parents et le désespoir de la directrice, certaines murmuraient déjà en écoutant Europe 1, et l'inverse aussi, on pourrait peut-être rendre visite au dortoir des garçons, nous aussi. Ce qui a été ensuite appelé la libération des mœurs ou la libération sexuelle en France a été lancé donc par un maître de l'agite-propre que tout le monde connaît même encore aujourd'hui. Il s'agit de Daniel Cohn-Bendit, qu'à l'époque certains appelaient Dany le Rouge. Comme vous l'avez sans doute invariablement entendu toute la semaine, la commémoration de mai 68 est bien lancée. Le tout Paris médiatique y va chacun, racontant son mais à elle ou à lui. Alors, moi aussi je m'y colle, mais version strasbourgeoise. Parce que, avant de devenir une tata de radio, j'étais une lycéenne de première à 7, bien remontée contre le système scolaire pétrifié dans l'élitisme républicain et confinée dans les enseignements bourgeois de classe. Cette élite que mon examen m'avait néanmoins permis de rejoindre, au prix de me mouler dans sa culture. Jusque dans les contraintes vestimentaires, port du pantalon et de la mini-jupe interdit. La censure d'opinion, pas d'expression politique en lycée, surtout pas. De langue, parler alsacien était strictement interdit, sans oublier les 1000 autres tracasseries administratives et réglementaires qui alors faisaient comprendre insidieusement aux bleus, venus du peuple, on était 6 dans le lycée, qu'elles étaient plutôt tolérées que intégrées. Mais non, je vais pas vous bassiner avec des souvenirs d'adolescentes révoltées qui voulaient comprendre le monde, croyaient depuis son village à la réconciliation franco-allemande. Le fameux général de Gaulle et Adenauer se tenant la main,
et découvrait que plus ça paraît simple, plus c'est compliqué de grandir, d'apprendre la ville, la vie, les autres et l'amour. Ah, l'amour. Au lycée, c'était d'ailleurs d'abord l'envie de se retrouver. Les filles de Marie Curie, les garçons de Fustel, de comprendre les différences d'enseignement, d'exercer notre curiosité sur les livres interdits. Le fameux « J'irai cracher sur vos tombes » de Boris Vian, un livre culte qui circulait sous le manteau et qui a été beaucoup lu et diffusé par les opposants à la guerre d'Algérie, comme celle du Vietnam. Il y avait aussi un autre qui s'appelait Histoire d'eau, de Pauline Réage, entré dans la littérature érotique dont étaient évidemment expurgés tous les Lagarde et Michard des cours de littérature française que nous avions. Et les livres existentialistes, à ne pas mettre dans les mains des jeunes filles dont l'enseignement et les études visaient à leur donner une culture pour un beau mariage. Heureusement qu'il y avait les cafés pour contredire cette vision irréelle et hypocrite de la réalité sociale et économique que je voyais bien plus difficilement dans les villes se dérouler avec des jeunes qui étaient déjà à l'époque virés par leur famille, notamment des jeunes filles, sans doute qui avaient fait la faute. Je voyais des apprentis payés au lance-pierre, des employés de grands magasins, debout, 48 heures la semaine, pas de chaise pour s'asseoir, et sans oublier les rumeurs du monde qui s'élargissaient avec la radio, la télé, les journaux, les bollettini, ces petits tracts renéotés qui circulaient plus ou moins secrètement, comme pendant la guerre, alors qu'on était censé être déjà dans la paix. Ils prônaient révolution, désobéissance civile, mixité dans les écoles, éducation sexuelle. Avec le badge contre la guerre du Vietnam, qui était intitulé « Make Love, Not War », vous le portiez, vous aviez 100 heures de colle. Les Beatles, John Baez, venus chanter sur les bords du Rhin pour les GIs, cantonnés côté allemand. Bref, mai 68 a éclaté comme bourgeons au printemps sur un terreau de France déjà tendu par la décolonisation, déjà société bloquée, déjà jeunesse bourgeoise qui s'ennuie, et ouvrières et ouvriers écartés dans leur quotidien des bienfaits des 30 glorieuses dont on nous rabattra les oreilles pendant pas mal de temps. Pour mémoire, juste pour mémoire, une employée de Magmod, une de mes copines, c'était chic alors de devenir vendeuse et pas OS quand on sortait du peuple. Elle gagnait 556 francs par mois en 68, alors qu'un loyer de chambre de bonne était de 100 francs, sans eau courante ni eau chaude. Pour un loyer supérieur, pour un meilleur logement, il fallait compter 200 à 300 euros. Vous voyez le genre. Du côté de la Grand-Rue. Et puis, j'ose le dire parce qu'à l'époque c'était pas interdit, les jeunes fumeurs se contentaient d'acheter ce qu'on appelait des P4, des cigarettes vendues à l'unité par 4. Et il fallait 5 ans d'économie drastique pour acheter une voiture. Alors, vive le vélo, c'était déjà le cas pendant les années 50 et 60. Et pour les plus vernis, le Solex. Moi, j'ai eu un Solex, récompense de mes diplômes. Mais bon, trêve de souvenirs. Juste pour dire que pour avoir vécu, même à la marge, en participant à quelques manifestations, à la fameuse jonction lycéen-étudiant de Strasbourg, avec les ouvriers aussi au Palais U, aux discussions de bistrot et parfois de groupes politiques plus ou moins organisés, comme l'Union des étudiants communistes, les anars, les syndiqués. Nous, les lycéennes naïves, avons plus appris en quelques semaines sur la vie, la société, les rapports de sexe et de classe, la violence, que dans les enseignements académiques. Plus qu'une libération sexuelle, cette période a été une libération de la parole, entre les générations, entre les jeunes de classes et de conditions opposées qui s'ignoraient, entre enfants et parents, c'est la première fois que mon père m'a parlé de ses expériences de guerre, entre intellectuels et manuels, alsaciens et français de l'étrangère ou alsaciens et étrangers. Il y en avait pas mal à Strasbourg à l'époque, ville du Conseil de l'Europe et du cantonnement de l'OTAN. Des Américains, des réfugiés espagnols, hongrois, portugais, des immigrés marocains, des harkis, des rapatriés, des Corses, des étudiants camerounais et autres. Pour nous,
un vrai univers cosmopolite découvert lors de la grande convergence du 13 mai entre étudiants, lycéens et ouvriers. Faut dire qu'à Strasbourg, depuis 1966, circulait aussi un opuscule provocateur qui s'appelait De la misère en milieu étudiant et commençait par ces mots radicaux. L'étudiant est, après le policier et le prêtre, l'être le plus méprisé universellement. Lorsque le copain Théo, un vieux de l'UNEF, et ses autres copains, vieux pour l'ado de 16 ans que j'étais, un peu décalé, un peu poète, philosophiaient ainsi de façon péremptoire, moi qui rêvais de faire des études à la fac pour échapper à mon destin de paysanne ou de comptable, j'étais ébranlé. Ainsi, le savoir, les études ne suffisaient pas pour s'en sortir, pour construire un monde plus juste. Pourtant, les profs les plus avant-gardistes, les modernes de notre lycée, nous expliquaient qu'en fac, nous pourrions enfin accéder au vrai savoir critique, approfondi, ainsi devenir des femmes indépendantes, citoyennes, et pas seulement des épouses, des boniches, des petites mains OS du textile ou de l'habillement, et que l'ascenseur social allait bon train, et que les situationnistes étaient plutôt des romantiques, un rien phallocratique. Encore un mot que j'allais découvrir. J'ouvrais grand mes yeux et mes oreilles, absorbant opinions diverses, contradictoires, avant-garde léniniste versus ni Dieu ni maître, des idéologies fascinantes comme celle de l'autogestion, la violence révolutionnaire, le pouvoir est dans la rue. J'ai compris peu à peu que le pouvoir dans la rue, c'est celui d'abord de contester, de s'exprimer. Que nous, les filles, on n'y était pas tout à fait encore alors. Que la grève, si elle n'était pas générale, était vraiment une force collective qui pouvait paralyser un pays. À l'époque d'ailleurs, mon père reprenait sa camionnette et pour faire le ravitaillement, d'une part de ses clients du village et d'autre part des grévistes de l'usine d'habillement de Bischwiller. Que manifester, c'était un droit limité. Vu les CRS en face, et surtout un acte de courage, puisqu'un de mes amis y a laissé un pied pris dans une grenade lancée à flux tendu. J'avais jamais vu ça. Que des actes peuvent être légitimes sans être légaux, comme la séquestration du recteur Bayen, fait par les plus radicaux de ces étudiants un peu plus âgés que moi, et que le drapeau de Strasbourg, université autonome, peut flotter place Brandt. Que le pouvoir d'un État peut faiblir aussi. Le grand général de Gaulle que tout le monde admirait en Alsace, il s'est éclipsé à Baden-Baden le 29 mai, laissant la planer en France un parfum inquiet de risque de guerre civile. C'était ces jours-là où l'histoire a failli basculer. Mais il n'y eut pas de coup d'État, juste la dissolution de l'Assemblée nationale. Le mouvement de mai entrait dans sa phase de reflux. Et moi, je m'étais rapproché des contestataires culturels qui prônaient la subversion par l'art et la culture. Et je suis partie en stop avec ma grande amie Anna, étudiante en art plat, et qui faisait mon éducation artistique. Nous sommes allés à Munich voir l'exposition Kandinsky, et horreur et surprise et patatrac, le franc ne valait plus rien, dévalué, nos sous ne valaient plus rien. On était perdus dans la rue, sans rien. Que faire? Et là, miracle de la solidarité. Des ouvriers turcs immigrés, au visage buriné par le travail de terrassement pour le futur métro, nous avaient entendus. Ils comprenaient le français. Avec beaucoup de précautions, ils nous ont proposé de nous héberger dans leur foyer de travailleurs étrangers. En tout bien, tout honneur. Moi aussi, j'ai des filles de votre âge, et mon pays aussi est troublé. Alors, Anna et moi, on s'est regardés, on a fait confiance. On a donné confiance aussi à ces deux hommes. On a dormi dans 2 lits superposés de cette chambrette étroite que les occupants nous ont laissée pour se poser dans celle d'à côté, à même le sol. On ne l'a jamais regretté. Le lendemain en France, après la manif des réactionnaires, c'était la fin des rêves immédiats de mai en France. Mais ce n'était pas la fin de l'espoir. Il y avait le printemps de Prague, il y avait le mouvement des étudiants japonais ailleurs. Et puis pour moi, le bac à passer, l'université à investir et la parole des femmes à faire entendre.
Et aujourd'hui, 50 ans après, en 2018, les actions pour un monde plus juste, plus humain continuent. Pas petite touche, pas de grands soirs, mais de belles manifs comme celle de jeudi dernier. Et puis aussi, une action culturelle que je vous recommande pour finir ce vaste tour d'horizon. Allez voir l'exposition d'Hélène de Beauvoir au musée Wurth à Hirstein. C'est entrée gratuite tous les samedis. Elle a peint, en mai 68, le réel et sa vérité, mais d'abord le réel, d'une période à la fois exaltante et dure, mettant en toile, en images, plus de scènes, de plans, de couleurs, de personnages, d'émotions, de sensations et de concepts que bien des livres et essais qui circulent sur cette période, qu'elle a malicieusement appelé le joli mois de mai. Et voilà, après avoir parlé de mai 68 où j'ai appris que les ouvriers, les étudiants et les lycéens se sont retrouvés au Palais U et ont pu discuter. Je rappelle quand même que jeudi dernier, apparemment, les manifestants se sont retrouvés au Palais U et le président de l'université leur a envoyé des CRS. Donc, il y a les combats, comme tu dis, les combats sont toujours à faire, toujours à venir. Et on continuera dimanche prochain, même jour, même heure, pour l'émission de Strasbourg et d'ailleurs sur RBS 91.9. N'oubliez pas de liker notre page Facebook et tout de suite la place à nos amis d'Afrique Hebdo.